quand on parle des hypersensibles, on va comprendre, en élaborant un peu, en cherchant un petit peu à comprendre mieux comment ça fonctionne, comment ça marche, qu'est-ce que c'est et à quoi ça fait référence, que c'est pas qu'il y a plus d'hypersensibles chez les femmes que chez les hommes, mais c'est plus facile à accepter culturellement chez une femme que chez un homme. Et donc, les hommes, il y a plein d'hommes qui sont hypersensibles, bien sûr, mais ils aiment peut-être un peu moins que ce soit dit, quoi, voilà. C'est un petit peu en contradiction avec leur rôle social de force et de puissance. Mais sa pratique, ça participe aussi à leur hypersensibilité. C'est la charge qu'on leur met dessus. Hein. Un homme qui est sensible et puis qui se sent la charge d'être quelqu'un de fort, eh ben, ça ne va pas l'arranger. Hein. Ça va avoir tendance à rajouter encore à son hypersensibilité. Alors, pour commencer, je ne vais pas me présenter, je crois que tout le monde me connaît. Pourquoi j'ai choisi cette thématique, c'est que d'abord, j'ai mis très très longtemps à admettre que je suis un hypersensible. Justement, ce que je viens de dire était vraiment réel, parce que en tant qu'homme, on nous charge. En tant qu'homme, en plus, en tant qu'homme qui prend un peu des devants, qui prend des initiatives, qui est indépendant, voire patron, qui dirige des gens, etc. L'hypersensibilité n'est pas toujours facile à équilibrer avec ces rôles-là. Et c'est ce qui m'a vraiment touché par rapport à ce qu'on va partager, ce que je vais vous proposer ce soir. C'est l'avantage ou les avantages d'être hypersensible. Et je crois avoir eu la chance de trouver, par je ne sais pas quel heureux hasard de la vie, de trouver les moyens de transmuter ou de transcender mon hypersensibilité pour l'utiliser de manière positive. Mais ça, je ne l'ai pas compris jusqu'à il y a peu, en fait. Je ne pensais pas être un hypersensible. Je pensais que j'étais un gars sensible, voilà. Mais à bien y regarder, on va voir que les hypersensibles sont nombreux et ont tendance à devenir de plus en plus nombreux. Voilà, Anne-Marie qui nous rejoint. Pourquoi ? On va voir ça juste après. On va juste dire bonjour à Anne-Marie qui est en train de se brancher. On a donc 4 personnes en ligne, plus 2, 4, 6 ici, ça fait 10, c'est pas mal, c'est bien, c'est très très bien. Qui parmi vous, et en ligne, vous pouvez me faire un petit signe de la main, qui parmi vous pense être hypersensible ? Moi. Oui. Moi, j'aimerais bien avoir la définition. Avoir la définition. Ouais. Ok. Parce que là, je sais pas. Ouais. Sensible. Sensible. Alors, l'hypersensible, c'est ce qu'on appelle couramment l'éponge. C'est-à-dire la personne qui va avoir la capacité, la faculté de percevoir ce que l'autre ressent. On est proche du médium, hein, quand même, avec l'hypersensible. Hein. Enfin bon, c'est sur un autre plan, mais l'hypersensible, il va sentir ce que l'autre ressent. Si l'autre a une émotion, il va sentir la même émotion, c'est-à-dire qu'il va faire l'éponge. Hein. Tout le monde te dit, ouais, c'est une véritable éponge, hein, parce qu'il va vraiment capter. L'hypersensible, s'il est en présence de quelqu'un qui ne va pas bien, ben, il ne va pas bien non plus. Il coule. Hein. Il va couler avec l'autre. Ça, c'est une des particularités de l'hypersensible. C'est la particularité la plus importante. Oui, dis-moi. Ah oui, non, oui, je me demandais à quoi elle pensait. Ah d'accord, ok. Bon, c'est à nous, donc... Et donc, oui, alors après, il y a des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Il y a des alliances d'hypersensibles.
pour se soutenir, justement, mère-fille ou deux frères, etc. Il peut y avoir des alliances, ou dans le couple. Il y a beaucoup de couples qui fonctionnent comme ça, qui sont en fait soutiens l'un de l'autre. Hein? Deux hypersensibles font volontiers un couple. On va voir pourquoi un peu plus loin. Et donc, la définition, elle est assez complexe, mais j'en ai pris, histoire de rien oublier, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Les recherches valent ce qu'elles valent, c'est des statistiques, c'est des analyses psychologiques qui sont basées sur on ne sait pas trop quoi, ce qu'on trouve sur Internet. Il y a une estimation que 20% de la population serait hypersensible. 20%, une personne sur 5, ça veut dire qu'il doit y en avoir au moins 2 ici ce soir en statistique, mais vu le sujet, peut-être que les hypersensibles sont venus en plus grand nombre que la proportion officielle. À mon avis, il y a plus que 20%, c'était peut-être valable il y a 30 ans, mais ça a tendance à amplifier. Alors, les 7 caractéristiques de l'hypersensible, c'est d'abord une forte empathie, hein, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire on va ressentir ce que l'autre ressent. Après, si on est très empathique, si on est très hypersensible, c'est vraiment hypersensible, mais on va voir qu'il y a pire. Eh bien, on va vraiment devenir éponge. Mais là, il y a plusieurs éléments qui interviennent, et ça va être intéressant de le développer. Il y a une intuition développée. Évidemment, comme je suis sensible, je vais percevoir des choses que le commun des mortels ne perçoit habituellement pas. Hein? Et donc, ça va me permettre d'avoir un regard, une perception du monde beaucoup plus fine, et du coup, une intuition qui se développe. L'hypersensible va avoir cette confiance dans son instinct. Il va dire, je ne sais pas pourquoi, mais je dois aller là. Ça n'a rien de rationnel, mais je sais que je dois aller là. Hein? L'hypersensible, c'est quelqu'un qui est capable de percevoir dans l'environnement, peut-être même les vibrations subtiles des auras, j'en sais rien. On ne sait pas très bien jusqu'où ça va. La science n'a pas les outils d'étudier ça, mais il y a cette sensation, cette capacité d'intuition qui est très développée. Du coup, comme il y a de l'intuition, il y a beaucoup d'observations, ça va ensemble. Hein. Les hypersensibles vont donc, comme je l'ai dit, qui vient soutenir cette intuition, être très attentifs à des détails. Alors on peut penser à des détails vestimentaires. Hein. Qui a vu que j'étais chez le coiffeur hier? Bon, vous ne m'avez pas vu avant hier. Sinon, vous auriez vu la différence. Alors, il y a des gens qui voient ce genre de détails. Moi, franchement, même ma chérie, elle va chez le coiffeur, je ne vois pas. Alors, des fois, elle n'est pas très contente, mais je ne vois pas ce détail-là. Par contre, je vois s'il y a quelque chose qui a bougé dans l'appartement. Si quelque chose a été déplacé, je dis, ça, la dernière fois, ce n'était pas comme ça. Hein? Je suis sensible à ces détails-là. Pas tellement au vestimentaire et à l'apparence physique, mais par contre aux détails, aux endroits, aux lumières, etc. Donc il y a l'observation. L'observation amène à une introspection aussi. Les personnes hypersensibles ont une grande capacité de réfléchir sur elles-mêmes. Et ça leur permet de mieux comprendre leur propre fonctionnement. Hein. Je commence par tout ce qui va bien en fait chez l'hypersensible. C'est les avantages, c'est le joli côté de la médaille. Hein. Il y a donc une sensibilité qui se développe, une introspection, une analyse fine sur des détails, observation, etc., intuition, j'ai déjà dit, et donc ça va donner une sensibilité et souvent un sens
Ça va avoir du sens pour l'hypersensible d'être utile aux autres, d'aider les autres. On a beaucoup d'hypersensibles chez les thérapeutes, par exemple. Une créativité importante, comme il y a de l'intuition, il y a de l'observation, il y a de l'écoute intérieure, je sais m'écouter, et donc il y a de la créativité. Et puis il y a une réactivité émotionnelle qui est aussi qui peut aussi être une qualité, c'est-à-dire une faculté de vivre les moments intenses. Alors j'ai commencé par ces 7 points sur les côtés positifs, mais évidemment tout ce que je viens de dire a son revers de médaille. Réactivité émotionnelle, moments intenses aussi quand ça va pas, quand c'est le drame, quand c'est terrible. Et donc, quand on parle des hypersensibles aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'on entend l'hypersensible a un problème. Il est trop sensible. Donc, il souffre. Mais il souffre avec ces mêmes critères. Il va souffrir d'être empathique. Il est trop empathique, il fait l'éponge. Il souffre du problème des autres. Il a déjà les siens, il a en plus ceux des autres. Il va avoir cette intuition, mais qui va lui faire voir ou percevoir les problèmes arriver. L'intuition, c'est génial quand on la dirige sur les trucs super sympas, sur qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais que je dois aller là, je ne sais pas pourquoi je dois aller là, mais je sais que je dois aller là, et c'est positif. Par contre, l'intuition de dire, je sens qu'il va m'arriver une merde, ça me tombe, d'ici 3 jours, il y a une catastrophe qui arrive. C'est une intuition difficile à vivre. La créativité, quand on est artiste, quand on veut faire des choses et qu'on va bien, c'est génial. Mais quand on est créatif pour se pourrir la vie, c'est la même créativité. Donc les gens qui sont capables de se pourrir la vie, qui sont capables de broyer du noir du soir au matin et du matin au soir, c'est leur créativité qui est en action. L'observation aussi. On peut observer ce qui va bien, on peut observer les gens, comment ils vont, comment ils sont, comment ils vont bien, observer les situations, mais on peut observer aussi tout ce qui va mal. Être attentif à tout ce qui est pénible, tout ce qui est triste, tout ce qui ne fonctionne pas. L'introspection, l'introspection, elle est chouette quand c'est une introspection positive. Je me pose, je m'assois, je réfléchis sur moi et je cherche des moyens de développement. Je vais prendre soin de moi. Ça, c'est le côté positif de l'hypersensible. Mais quand on va pas bien, l'hypersensible, il va se juger, il va se violenter, il va se dénigrer, il va avoir honte, il va avoir du doute. C'est moins rigolo quand je dis le truc comme ça. Mais c'est les mêmes caractéristiques. Mais là, on parle de gens pessimistes ou plutôt positifs. Oui. Mais on a vraiment les deux. Ou alors, si on est plus positif, on a plus tendance à mieux gérer notre... Bien sûr, bien sûr. Ta question, elle est, je vais la prendre la balle au bon, elle est, en fait, tu dis tout dans cette question. On peut arrêter là et boire un coup. Non, je plaisante. Non, mais tu dis un peu tout, et puis ça va probablement nous servir de fil rouge. Parce qu'en réalité, être hypersensible, et on va juste maintenant voir pourquoi c'est pénible, parce que l'hypersensibilité se développe sur une souffrance, sur des traumatismes. On va revenir juste après avec ça. Et donc, on commence avec une hypersensibilité, on va dire, je mets des guillemets, négative. Et on va mettre du temps, des années, ou une vie, ou peut-être on ne va jamais y arriver, à transmuter, à transcender cette sensibilité qui nous fait souffrir en une sensibilité qui nous rend heureux. Et techniquement, alors bon, comme le courant est assez récent, il y a toutes sortes de penseurs et de psychologues qui ont écrit là-dessus, mais certains disent passer de l'état de l'hypersensible
à l'état qu'on pourrait appeler hautement sensible. Donc on n'est plus hyper, c'est-à-dire trop, mais on est hautement sensible, c'est-à-dire qu'on a une qualité de sensibilité qui nous permet de faire des choses. Et donc pour passer de cet état, d'un état à l'autre, eh ben, je vous le donne en mille. Il y a l'hypnose. Il y a l'hypnose. Hein? Alors, il n'y a pas que l'hypnose, bien sûr, mais vous savez tous que je suis hypnothérapeute et que c'est donc mon approche privilégiée avec laquelle on va pouvoir soutenir, aider et vraiment encourager ou diriger le subconscient dans cette voie. Qu'est-ce qui va permettre à une personne de passer de l'état hypersensible à l'état hautement sensible? Je crois que j'ai peut-être je vois que des fois ça coupe, je m'excuse pour vous, il y a un petit peu des bugs. J'espère que de l'autre côté en ligne ça va, ça coupe pas trop. Qu'est-ce qui fait qu'on va passer d'un état hypersensible à un état hautement sensible? Oui, Michel? Oui, Michel? Oui, je voulais juste dire quelque chose, si je peux. Oui, bien sûr, oui, on t'entend. Oui? Oui, on t'entend. Ouais. Je trouve parce que j'avais une amie qui avait toutes ces caractéristiques, les 7 là. Enfin, je pensais bien qu'elle était hypersensible. Hein. Je vois tout ce que tu as dit, donc positif et négatif. Et puis, elle s'est suicidée au mois de novembre. Oui. Son hypersensibilité elle a pris dessus sur le mauvais. Et puis, elle ne voulait pas d'aide. Oui. Elle pensait parce qu'elle avait assez de confiance, d'intuition, enfin tout pour s'en sortir toute seule. Oui. Et ouais. Donc, je me réjouis de voir la suite. Et en même temps, je me dis, c'est dommage parce que tu peux passer, ça peut faire basculer de l'autre côté, quoi. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a de nombreux suicidés qui étaient des hypersensibles. Ouais. On ne peut pas sauver la vie à quelqu'un qui n'a pas envie. Évidemment, on peut l'attacher ou on peut l'empêcher de sauter en balcon, mais il faudrait le séquestrer pour ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les hôpitaux psychiatriques, on enferme les gens pour leur préserver la vie. Alors, temporairement, effectivement, on peut faire ça. Si vraiment ça a du sens en fonction de la situation que la personne traverse. Néanmoins, chacun est, même si c'est illégal, pour des simples questions d'assurance, c'est illégal, au niveau moral, chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. En tout cas, c'est mon avis. Moralement, on devrait avoir le droit de faire ce qu'on veut de sa vie. Maintenant, effectivement, s'enlever la vie, ça veut dire que la vie n'a pas suffisamment de prix pour y tenir. Et c'est là où on peut se poser la question. Comment ça se fait qu'on est dans de telles souffrances pour avoir envie d'arrêter de vivre? Et donc, c'est toutes ces caractéristiques que je viens d'énumérer par rapport à cette hypersensibilité, c'est des gens qui sont des écorchés vifs. Ils ont mal tout le temps. Ils ont tout le temps peur, ou tout le temps mal, ou tout le temps, ils sont tout le temps sur le qui-vive. Et donc, la vie est très très pénible. C'est pas une partie de plaisir. Ils n'ont même pas de vacances. Et souvent, ils font encore de l'insomnie. Et la nuit, ça continue. Et donc, quand on est dans un état d'hypersensibilité extrême, eh bien, effectivement, la vie peut devenir vraiment, vraiment lourde. On va revenir là-dessus, là on fait les choses un peu pêle-mêle, surtout quand il y a des questions, et je vous remercie, n'hésitez pas à me couper ou à amener des idées, parce qu'on sait bien si on fait les choses un petit peu dans l'ordre qui vient. Ce que j'aimerais, pour mieux comprendre ce qui se passe, comment on devient hypersensible. En fait, l'hypersensibilité se développe quand on est tout petit et qu'on est dans une situation d'insécurité. Une situation d'insécurité parce que, je sais pas, on est rejeté ou on se sent rejeté. Des fois, on peut se sentir rejeté simplement parce que les parents n'ont pas le temps. C'est pas qu'on est vraiment rejeté, on n'est pas abandonné sur le parvis de l'église.
Moi, j'étais le 5e d'une famille de 6 enfants. J'ai eu, effectivement, que j'ai fait ma thérapie. Je me suis rendu compte que je m'étais senti rejeté, alors que mes parents ne m'ont pas du tout rejeté. Mais moi, je me suis senti, ils n'avaient pas le temps pour moi. J'étais le 5e, il y avait des grands qui couraient partout. Et puis moi, comme j'étais plutôt tranquille, j'avais peut-être déjà une certaine sensibilité, où j'ai vite acquis cette sensibilité. Et donc, pour me protéger, j'étais plutôt tranquille, plutôt un enfant sage. Et du coup, mes parents pensaient que j'allais bien, que j'avais moins de besoins que les autres. Et du coup, ils me laissaient tranquille. Et du coup, je me suis senti abandonné. Donc, il y a le vrai abandon, et puis il y a le vrai abandon, on te met dans une poubelle, en gros, et puis il y a la sensation d'abandon. Ce qui est important, ce qui nous marque, ce qui va marquer dans notre esprit notre construction mentale, c'est pas ce qui est réellement arrivé, mais c'est ce qu'on ressent. Fin de la parenthèse, pour ce qui est de l'abandon ou du rejet, mais il y a toutes les sensations d'insécurité. Famille éclatée, ou des violences, ou trop de monde, trop de bruit, ou situation de pauvreté, situation de promiscuité, et sans parler encore des pays en guerre, ou des endroits où il y avait des crises, etc. Bref, des situations difficiles dans lesquelles l'enfant qui arrive là se sent insécure, il n'est pas protégé, il n'a pas son besoin de sécurité qui est rempli, d'une manière ou d'une autre, soit parce que les parents, ou parce que l'entourage, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Un enfant qui ne comprend rien, parce qu'il vient d'arriver, donc il n'a pas assez d'informations pour analyser, il va juste ressentir que le monde est dangereux, ça va être assez brut, son ressenti, il va sentir que le monde est dangereux, que le monde est hostile, il n'a pas encore ces mots-là, c'est juste une perception. Il sent qu'il n'est pas... il sent le danger, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tout naturellement, il va sortir un maximum d'antennes pour percevoir les dangers, pour les voir arriver, pour les anticiper, pour s'y préparer. L'enfant qui a peur de son papa, par exemple, il n'a pas peur du papa seulement quand le papa entre dans la chambre. Il a peur du papa déjà quand il entend la voiture arriver sur le parking. Donc, il va développer son ouïe plus fine pour entendre le papa arriver plus vite. D'accord? Il va reconnaître son pas. Donc, cette insécurité de l'enfant va le pousser à développer ses perceptions sensorielles, essentiellement auditives et kinesthésiques. Donc l'ouïe, l'odorat, le goût, la sensation. Le visuel, pas tellement en fait. Le visuel, parce que quand vous avez la vue, c'est que le truc il est déjà là. Si vous voulez l'anticiper, il faut le percevoir avant qu'il soit tout prêt. Donc c'est pour ça que le visuel est moins concerné chez les hypersensibles. Et donc, c'est comme ça que se développe l'hypersensibilité. On devient hypersensible parce qu'on a une expérience d'insécurité intense. Et cette insécurité intense va nous amener à donc développer les sens pour pouvoir anticiper l'éventuel danger, voir le monde avant qu'il nous rejoigne, on pourrait dire. Mais le problème de ça, c'est qu'on développe aussi une habitude de voir le monde comme un environnement hostile. Même quand ce n'est pas le cas. Même quand on va à l'école et qu'on se trouve avec des petits copains en train de jouer au sable. On continue à percevoir le monde de manière hostile. Les chiens qui passent, les gens qui vont et viennent, les bus, etc. Donc l'hypersensible va comme avoir une super audition, un super odorat, un super goût, une saveur, enfin il va percevoir les choses, et au niveau énergétique, au niveau du corps, physique, il va ressentir les choses.
Donc ça, c'est pas démontré, mais c'est ma croyance, et que je peux baser aussi sur tous les gens que j'ai accompagnés en séance. Il y a les hypersensibles, ils perçoivent les ondes. Et celui-là, je ne le sens pas. Ou celui-là, il est mauvais. Celui-là, il est mauvais. Comment ils savent ça? On appelle l'intuition. On parlait de l'intuition tout à l'heure. Mais l'intuition, ça vient d'où? Il y a bien une perception physique de l'onde. Ça reste à prouver. Donc je prends la responsabilité de mes propos, mais ça reste à prouver, mais c'est intéressant. Je pense qu'il y a vraiment une perception au niveau des ondes. On parle d'atomes crochus ou pas, on parle d'émettre des ondes, ou celui-là il émet des mauvaises ondes, celui-là il est sympa, il a des bonnes ondes, etc. Donc c'est dans le langage courant, il doit bien y avoir quelque chose là derrière. L'aspect émotionnel va être très très important, puisqu'en fait, qu'est-ce qui donne l'information que la situation est dangereuse? C'est une émotion, la peur, qui peut être très souvent accompagnée de tristesse, parce qu'il y a une attente déçue, et parfois de colère. Mais ça, c'est un peu plus tard. Le petit enfant n'est pas en colère. Il n'a pas d'information pour être en colère. On est toujours en colère contre quelque chose. Et donc, avant 2 ans, il n'y a pas vraiment de colère. Il y a des caprices, il y a des cris, etc. Mais il faut avoir conscience de l'autre et de ce qu'on serait en droit d'en attendre. Donc, on n'a pas ça quand on vient au monde. Il faut déjà se construire un peu l'esprit et comprendre que l'autre est autre. Et toutes ces choses-là, interrelationnelles, pour attendre quelque chose de quelqu'un, pour percevoir une certaine injustice, pour pouvoir être en colère. La vraie colère qu'on connaît en adulte, on ne l'a pas quand on est petit. Il y a des crises de caprice. Je veux un bonbon, et puis voilà. C'est pas de la colère, comme nous on l'entend. Mais par contre, la peur et la tristesse, ça oui, et il y a aussi le dégoût. Le dégoût, c'est ce qu'on ressent, le sentiment de répulsion par rapport à quelque chose qui n'est pas bon pour soi. Ça peut être un goût, d'où le nom dégoût, un poison, quelque chose qu'on va recracher, mais ça peut être aussi un dégoût pour, je ne sais pas, on peut être dégoûté de voir une grenouille écrasée, par exemple, un corps déchiqueté, je ne sais pas, il y a un dégoût par rapport à quelque chose, on sent que ce n'est pas bon pour soi. Mais il y a évidemment tous les dégoûts qui sont dus à des abus sexuels, etc., où l'enfant, même tout petit alors qu'il n'a rien compris, il sent que c'est pas bon. Hein. Donc il y a cette notion de dégoût qui permet de se tenir à distance. Et donc ces émotions vont accompagner toute cette perception du monde dangereux ou hostile, duquel il va falloir se protéger très vite et donc développer sa sensibilité et son hypersensibilité. Des sens donc surdéveloppés et qui arrivent à parler d'intuition ou un 6e sens, une espèce de truc comme ça que la plupart des gens n'ont pas. Alors, j'ai déjà parlé de cette forte empathie qui amène à faire l'éponge. Et ça a à voir avec un deuxième phénomène qui est lié à l'hypersensibilité, c'est la fusion, l'aspect fusionnel. Les hypersensibles sont tous fusionnels. Parce que la fusion est un résultat d'un manque. Il y a un manque d'amour qui fait qu'il y a un appel. C'est comme un appel d'air, c'est un appel d'amour. Il y a un gros courant d'air d'amour en moi. Donc il y a un appel. Et ça va générer des besoins fusionnels. Sauf que le fusionnel, il est par définition hypersensible, mais aussi hyper casse-pied, parce qu'il va pomper. Ça va être comme un vampire un peu. Il va venir prendre. Et le fusionnel, lui,
ça l'amène à être, comment dire ça, à être dans l'attente déçue, perpétuellement déçue, l'attente d'être aimé. C'est toujours le besoin. Ça reste un besoin. Ça reste une attente déçue. Parce que c'est une attente qui n'est jamais comblée. Jamais. Mais c'est aussi une personne dépendante alors. Bien sûr. Ouais. Alors, il y a des degrés, hein. Ouais. Heureusement. Heureusement. Ouais. Il y a beaucoup de gens sont fusionnels, mais il y a des degrés. Il y a des degrés acceptables, puis des degrés pénibles. Mais le côté fusionnel, c'est le côté manque d'amour. Tous les hypersensibles sont fusionnels, mais tous les fusionnels ne sont pas hypersensibles. Ce sont deux choses séparées. Mais les hypersensibles sont des fusionnels, toujours. Il y a cette hypersensibilité qui est basée sur un monde dangereux, comme je l'ai dit, un monde hostile, menaçant, et donc dans lequel il n'y a pas eu suffisamment d'amour. Alors après, qu'il y ait eu et pas ressenti, ou qu'il n'y a vraiment pas eu dans les faits, ça on s'en fout, on n'est pas en train de faire le procès de l'environnement de l'enfant. Mais l'enfant n'a pas reçu, ou n'a pas perçu, l'amour qui était nécessaire pour son évolution, auquel il aurait eu, duquel, je ne sais plus faire ma phrase, il aurait eu besoin. Qu'il avait eu besoin. Ouais. Il y a des hypersensibles. Les hypersensibles vont avoir des débordements émotionnels. Ils vont être très dramatiques, lyriques, comment dire, ils vont exagérer un peu, ils vont avoir tendance à en faire un peu trop. Hein, parce que c'est leur mode d'expression. Ils expriment ça parce qu'en fait, ils cassent les pieds aux autres. Ça, c'est leur côté fusionnel. Hein. Il faut faire le théâtre. Tu peux faire le théâtre, ouais. C'est pas l'hypersensibilité qui amène à exagérer, c'est le côté fusionnel. C'est parce que je veux être aimé, donc je vais aller chercher cet amour, je vais aller enquiquiner les gens jusqu'à ce qu'ils m'aiment. Donc, je vais créer des problèmes, comme ça je pourrais me plaindre, je vais pleurnicher, et comme ça on va s'occuper de moi. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est le fusionnel. Le fusionnel, enfin, en tout cas, c'est une manière d'être fusionnel. Va jouer la victime. Donc, ça, c'est la manière d'aller chercher l'amour. Je me pose en victime, je vais inventer des choses, je vais accuser l'autre d'être méchant, comme ça, j'ai une raison de me plaindre, comme ça, il va avoir une raison de m'aimer, de venir me sauver. C'est assez simple en fait. C'est souvent le contraire qui se passe, non? Le contraire qui se passe, qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens où, à force de casser les pieds aux autres, on n'a pas ce qu'on veut. Ah oui, bien sûr. Alors, ça reste, tu as tout à fait raison. L'intention, c'est ça, l'intention cachée, parce que si on est réfléchi intelligemment, on sait que ça ne va pas marcher. Mais c'est une intention cachée, c'est un truc qui est là depuis tout petit. C'est pas une vraie intention réfléchie, c'est un fonctionnement. Je suis casse-bonbon avec inconsciemment l'intention de pouvoir me plaindre pour pouvoir être sauvé. Ça, c'est le fonctionnement de la victime. Les hypersensibles sont fusionnels, et il y a deux moyens d'être fusionnel, soit d'être victime, soit d'être sauveur. Le sauveur, c'est l'autre face, c'est l'autre côté, et c'est pour ça que les fusionnels sont bien ensemble, font des jolis couples, parce qu'il y en a un qui est victime et l'autre qui est sauveur.
Enfin, sauveur ou sauveuse, hein, bien sûr, ça pas je le dis comme ça, mais évidemment qu'on peut être... un homme et une femme peuvent être des deux côtés, et souvent, histoire de bien complexifier les choses, on change de masque. Je suis victime, puis le lendemain, je suis le sauveur. Et on joue avec ça. Hein, ça vous fait rire. Hein. Oui. Et dans un couple, ça se remarque bien, ça. Hein. Il y en a un qui est un ou une, peu importe. L'un des deux est victime dans certains contextes, dans certaines situations ou à certains sujets, et l'autre vient le sauver. Puis après, à un autre moment, c'est l'autre qui est victime et le premier qui vient le sauver. Ça, c'est la fusion. C'est comme ça qu'on est fusionnel. Et on reste dans cette fusion tant qu'on ne prend pas conscience de ce phénomène, parce que c'est une attente perpétuellement déçue. L'autre ne peut pas nous donner ce qu'on attend. C'est impossible. Il peut faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas donner ce qu'on attend. Alors, la solution, c'est quoi? On y viendra un petit peu plus loin, mais je peux déjà vous la donner. La solution, c'est de trouver le moyen de se donner à soi ce qu'on a besoin. Je suis le seul à, primo, savoir de quoi j'ai besoin. Et je suis le seul à pouvoir me le donner. Cette attente ou cette revendication d'amour de l'autre vient d'une construction de la petite enfance. J'ai pas reçu à ce moment-là l'amour que j'avais besoin. Et donc il y a, vous avez déjà entendu parler des thérapies autour de l'enfant intérieur. Ça fait partie de ça. On va, et on le fait en hypnose, on va dans le passé rencontrer l'enfant intérieur, en prendre soin, et on va lui donner l'amour qu'il a besoin. Ça se fait en hypnose, de manière tout à fait efficace. Et on peut comme ça guérir cet enfant intérieur, et à partir de cette guérison, à partir de ce changement de donne, comment on redistribue les cartes, à partir de là, on va demander au subconscient de réécrire, ou plutôt pas réécrire la vie, parce que la vie, elle reste comme elle a été. L'histoire, si on veut, ne change pas. Par contre, l'interprétation, la perception qu'on a de l'histoire telle qu'elle s'est passée, peut dire, mais j'ai eu une vie épouvantable, j'ai jamais eu de chance, j'ai toujours été victime. Puis quand on va guérir la petite fille, le petit garçon qu'on était, eh ben, on parle complètement différemment de sa vie. On dit, pourtant c'est la même vie. On dit, finalement, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Et tout ce que j'ai vécu m'amène là. Et maintenant, m'amène à guérir cette partie et à trouver cet équilibre. Là, on bascule. Il y a un point de bascule, il y a un point de résilience, il y a un point de transformation, de transcendance de l'hypersensibilité vers la personne hautement sensible. Les fusionnels. Alors, je disais, il y a deux manières de fonctionner. Hein. Il y a la manière... Ah mince, je vois que j'ai mon zoom qui a lâché. Ah mince, alors... Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est mal. On te voit toujours? Vous me voyez toujours? Ah ben c'est moi qui vous vois plus, mais ah voilà, c'est revenu. Ok. C'est parfait, ravi. Donc, fusionnel, ça veut dire qu'il y a deux moyens de le manifester. Soit je suis victime, soit je suis sauveur, et en fait, on alterne. Il y a aussi deux moyens d'être fusionnel, puisque je disais les hypersensibles sont fusionnels, mais il n'y a pas tous les fusionnels qui sont hypersensibles, parce qu'il y a une autre catégorie qui est pire, on va dire pire, plus souffrant encore, enfin on va regarder le détail, que les hypersensibles, ce sont les insensibles. Les insensibles sont encore plus sensibles que les hypersensibles. C'est pour ça qu'ils se sont verrouillés à tout, parce que c'était vraiment trop difficile, trop souffrant.
On en connaît tous des insensibles, une espèce de gros crétins qu'on dirait qui ne ressentent rien jamais, et qui en fait sont des super hypersensibles. Hein. Et ceux-ci aussi sont fusionnels. Mais alors ils vont s'en défendre, évidemment, ils ne veulent pas qu'ils soient dit. Hein. Ce sont des gens qui vivent cachés, non cachés, entendons-nous, ils cachent leur intérieur. Hein. C'est des gens généralement très sociaux, ils donnent le champ, des gens très sociaux, mais qui ne montreront jamais leurs aspects intérieurs. Et donc, ces hypersensibles sont également fusionnels, mais comme ils cachent tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux, on ne le sait pas. Mais ils vont aussi être, eux, plus souvent sauveurs, parce qu'ils ne se montreraient jamais comme des victimes. Donc ici, on a une catégorie d'hypersensibles, une catégorie des gens tellement hypersensibles, tellement souffrants, qu'ils ont coupé toute perception émotionnelle. Et ces insensibles sont très... ils font un peu pitié, quoi. Je veux dire, on n'aimerait pas être à leur place. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne cherchent pas à faire bien, mais ils se sont coupés. C'était trop souffrant. C'est généralement des gens qui se sont tellement coupés qu'ils ne ressentent même plus avec le corps. Des gens qui ont tendance à avoir le corps un peu dur comme ça, un peu en bois. Hein. Et je ne vais pas faire trop de schématique, mais c'est pour donner un petit peu des images. Et donc, ces gens-là sont extrêmement isolés à l'intérieur d'eux. Le mieux qu'on puisse leur souhaiter, c'est qu'ils redeviennent hypersensibles. Mais ils ont trop peur de ça. Donc là, et puis ces gens-là, ils ne viennent pas en thérapie non plus. Donc ils sont un peu coincés dans leur truc. Quand on en connaît, une fois qu'on comprend comment ils sont conçus, comment ils se sont construits, on peut avoir beaucoup de bienveillance envers ces gens, mais ils ne nous la rendent pas. Hein. Donc ils sont dans leur truc, voilà. Ça, c'est les super hypersensibles qui sont donc devenus insensibles. Moi, j'en ai un certain nombre quand même qui viennent au cabinet, mais ils ne viennent pas pour ça. Hein, ils viennent pour d'autres choses. Ils viennent parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont violents, par exemple. Évidemment, eux, ils ne ressentent rien. Donc, ils ont tendance à chercher un peu la bagarre pour ressentir leur corps. Des gens qui font peut-être de la boxe ou qui font... Entendons-nous, hein, pas tous les gens qui font de la boxe, ça. Je veux dire des gens qui sont parfois très... Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que hypersensible, c'est pas confortable, c'est pas agréable, il y a beaucoup de souffrance, mais en même temps, cette souffrance, elle a amené beaucoup de compétences, de capacités. Et si j'ai voulu appeler ce café hypnose l'incroyable avantage des hypersensibles, c'est que souvent les hypersensibles ne se rendent pas compte à quel point ils ont des qualités, ils ont développé des compétences et des façons d'être et de faire qui leur permet d'être dans le monde. L'hypersensible, pour revenir à lui, pour revenir à quelque chose qu'on connaît et sur lequel on est focalisé, va avoir effectivement ces débordements, ça va des fois être un petit peu pénible. C'est un être qui est très créatif parce qu'il est très sensible, il est très perceptible, il a plein d'idées, il voit les choses d'un autre point de vue que le commun des mortels, on va dire. Et donc, il va être très créatif, il a toujours plein d'idées, il a plein de choses à apporter, mais il ne va pas toujours être compris. Parce que ça peut faire peur, quelqu'un qui a plein d'idées tout le temps. Ça peut paraître lourd, quelqu'un qui est sans cesse en train de créer des nouvelles choses. Ça peut même être un peu casse-pied ou faire peur, simplement c'est trop d'informations, c'est trop de nouveautés.
l'hypersensible va avoir des idées dans tous les sens, ce qui fait que ça ne va pas être très ordonné dans son cerveau. Beaucoup d'hypersensibles sont un peu confus, parce qu'ils ont trop d'idées, et ils n'ont pas forcément appris à les trier, à les hiérarchiser, à les mettre en place, à faire de l'ordre. Et ça, c'est aussi une des choses que l'hypnose peut apporter aux hypersensibles, c'est faire de l'ordre, être en ordre dans son esprit. L'hypersensible va évidemment être, va aussi être facilement un idéaliste sincère qui n'aime pas les jeux de pouvoir. Il n'aime pas qu'il y ait des perdants. Il n'aime pas la bagarre. Et donc il va avoir un peu il peut développer une certaine lâcheté, par exemple. Ou être carrément lâche. Se retirer. Ça va en faire souvent un rebelle social. Un gars qui va se tenir, une personne qui va se tenir un peu à part. Ce que j'ai pu imaginer, c'est de regarder comment l'hypersensible fonctionne dans les différentes circonstances. D'abord sur le plan interne, personnel. L'hypersensible va sentir les choses sans pouvoir les expliquer, on en parlait tout à l'heure, mais ça va l'amener, dans un premier temps en tout cas, dans cette phase d'hypersensibilité, avant de transmuter, avant de faire que ça devienne positif, que ça devienne un avantage, il va en souffrir et donc il va avoir des doutes sur ce qu'il sent. Il va sentir plein de trucs, mais il ne va pas vraiment y croire. Donc il ne va pas suivre son intuition. Il en a, mais il ne fera pas confiance à son intuition. Puis après, il va s'en vouloir. Il va se dire, oh, j'aurais dû. Mais bon, je sais pas, etc. Donc c'est une personne qui a beaucoup de doutes. Ça l'amènera aussi à se juger facilement, sévèrement. Je suis nul, j'arrive pas, à se sentir à part aussi. Personne à part, qui se sent un peu extraterrestre. L'impression de ne pas être compris. L'impression de ne pas fonctionner comme les autres. S'il se juge trop sensible, et c'est souvent le cas, il va se culpabiliser. Il va se juger, comme je viens de le dire, il va se critiquer et se culpabiliser de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, se culpabiliser de culpabiliser, etc. Il va tourner en rond. Il va être dans son esprit, ça ne va pas être rigolo, ça va être une espèce de soupe un peu pas trop agréable. Et du coup, ça l'amène à se sentir très vulnérable. La vulnérabilité, il connaît, il est né dedans. Vous vous souvenez ? Et donc, avec toujours ce risque, et ça dépend, ça se joue, je pense, un peu quand même au début de la vie ou jusqu'à vers l'adolescence, ce risque, ou jeune adulte, ce risque de devenir insensible. Ça y est, de basculer, j'allais dire, du côté obscur, comme dans la guerre des étoiles, de basculer vraiment dans l'insensibilité. Je préfère être un vieux con que d'avoir mal tout le temps. Et donc, basculer dans le coin où je deviens, moi je m'en fous, les autres peuvent crever, ça m'est égal. Donc il y a cette espèce de truc, mais c'est un mensonge. Mais ça reste pas moins présent. Et donc, alors que l'hypersensible, quand il va peu à peu apprivoiser son hypersensibilité ou apprendre à faire avec, il va découvrir une très grande force à l'intérieur de lui, c'est qu'il est capable de se laisser toucher. Alors, oui, il en souffre, mais il va voir que dans de nombreux cas, ça lui est utile. Et ça, je crois, alors ça mériterait d'être vérifié ou d'enquêter plus avant, mais je crois que c'est un peu là l'entrée pour aller vers cette manière d'être hautement sensible. Ça, c'est ce qu'il ressent à l'intérieur. Après, il y a le familial avec la famille, qu'on soit enfant avec les parents ou qu'on soit parent soi-même avec des enfants. L'hypersensible va percevoir les interactions subtiles qu'il y a entre les personnes, donc c'est un excellent
révélateur ou observateur de cette synergie, de cette systémique des familles. Mais comme il a tendance à en faire des tonnes, s'il ne sait pas gérer ça, il va faire un drame avec tout et n'importe quoi. Par contre, il a le sens du devoir, de la loyauté, mais il est toujours dans cette fusion, il est toujours dans cette fusionnalité qui fait qu'avec le conjoint ou avec les enfants, il va toujours y avoir de la fusion, on va toujours faire des choses et puis demander des comptes, comment on va dire ça, je vais faire quelque chose pour l'autre, puis après je vais le souligner pour qu'il me dise merci, puis s'il me dit pas assez merci, je vais me plaindre, et puis après je me plains parce que je suis trop fatigué, parce qu'après tout ce que je fais pour toi, pour l'autre, pour les autres, etc. Et donc on est dans cette exagération du fonctionnement familial, où on est sans cesse en train de quémander, voire même de mendier de l'amour, de l'approbation, de l'attention. On est toujours en train de se plaindre parce qu'on n'en a jamais assez. Jamais assez. Tant qu'on n'a pas guéri ça, on n'en a jamais assez. Après, au niveau relationnel, amical ou amoureux, on perçoit les détails, on l'a dit. On va être sensible au changement. Quand la personne change, il y a une différence dans l'humeur de la personne, ça va changer. On va sentir ça. Et ces facultés dans le relationnel, notamment dans le couple, cette faculté de percevoir va être sentie chez l'autre comme comment est-ce qu'on pourrait dire ça, comme de la surveillance. Hein? C'est agaçant que l'autre peut lire à travers vous comme dans un livre ouvert. Ça peut être un peu difficile à porter pour l'autre qui est en face. Hein? Et au niveau professionnel, l'hypersensible a toujours l'habitude de penser en dehors du cadre, c'est-à-dire d'être très créatif, puisque depuis tout petit, il est créatif pour se protéger, il a l'habitude d'être créatif, il a l'habitude d'avoir des idées que les autres n'ont pas, et donc s'il est dans un boulot où on le laisse être créatif, il va s'éclater, mais s'il doit suivre une ligne, il va résister, il va être malheureux, il va résister au cadre, il n'aime pas obéir, et il a tendance à faire à sa tête. Donc ça peut amener à pas mal de conflits professionnels. Et on parle beaucoup d'hypersensibilité aussi dans le domaine du coaching ou des affaires, parce que les personnes hypersensibles posent des problèmes dans les équipes de travail si on ne sait pas quoi faire avec eux. Mais si on sait les repérer et qu'on sait leur donner de l'approbation, qu'on sait les encourager et leur donner leur place, ça devient des ressources très importantes, justement parce qu'elles sont très créatives et qu'elles sont capables d'amener des solutions qui ne seraient pas envisageables par d'autres, par la voie normale. Donc ça devient des ressources. Donc, on a compris que ce n'était pas très simple d'être hypersensible, que c'est souffrant, que c'est compliqué, que ça pourrit la vie, et que, il peut y avoir des circonstances ou des périodes dans la vie où c'est effectivement pénible. Par contre, il y a des avantages. Comme on l'a dit, il y a tout le revers de la médaille de ces différents critères. Et pour atteindre ça, il est nécessaire de prendre de la distance. Et ça, un hypersensible, il ne sait pas très bien faire ça. Il doit apprendre. Et c'est pour ça que l'hypnose ou d'autres approches comme celle-ci permettent d'expérimenter dans l'état hypnotique, permettent d'expérimenter cette distance, comme de se dissocier, et surtout se dissocier de l'autre. Arrêter de s'associer plutôt. Parce qu'on est dissocié de fait. On ne fait pas un avec l'autre. On n'est pas fusionné avec l'autre. On est des êtres différents.
on a des corps qui sont séparés et on a des visions qui sont différentes, une vie différente, une histoire différente, donc une philosophie, des valeurs qui changent, etc. Donc il est vraiment important de prendre conscience que chacun a son espace et que chacun doit porter les conséquences de ses propres actes. Et ce n'est pas aux autres de porter les conséquences de mes actes, ni à moi de porter les conséquences de ses actes. Donc, prendre de la distance, c'est la première chose pour comprendre que l'autre est autre et que moi, je suis moi. Avec cette conscience, je peux continuer à percevoir les choses. Je peux continuer puisque j'ai ma sensibilité qui est super entraînée. Je continue à voir les choses. Mais je les intègre plus. Je les laisse plus entrer. Je fais plus l'éponge. C'est sortir de la fusion alors. On sort de la fusion. Pour sortir de la fusion, donc la première étape, c'est d'avoir conscience de la distance. Et la deuxième étape, c'est d'écouter ses besoins et d'apprendre à les exprimer. Oui. Un enfant, on peut dire qu'un enfant il est hypersensible. Oui. Oui, parce que ça commence tout de suite, généralement. Là. Pour l'enfant, comment on peut aider un enfant comme ça? Alors parce il faut... L'enfant, c'est rien, hein? Oui, c'est rien. Non, il a... Cette côté de ne pas être l'éponge, de ne pas être... il n'y a pas cette conscience. Non. Mais il peut le découvrir quand même. Si le parent a la conscience de ça, il va attirer son attention. Il va dire à l'enfant, il va le remettre, il va le recadrer en disant ton copain, parce que l'enfant il va peut-être souffrir parce que son copain a eu une mauvaise note, et puis il va se faire autant de soucis que si c'est lui qui avait eu la mauvaise note. On est d'accord, c'est ce genre de choses. Ou le copain il va se casser la jambe, et puis lui il va être tout malheureux comme si c'était lui qui s'était cassé la jambe. On est d'accord, c'est ça. Hein. Il y a un transfert, il y a une fusion avec l'histoire de l'autre. Donc cela, il s'agit de recadrer l'enfant, quitte à le gronder un peu. Non, c'est pas toi. Non, c'est lui, c'est son histoire. On va aller le voir, on va faire des choses, etc. Quand je dis le gronder, évidemment, on va pas faire que ça. Mais des fois, il s'agit de le recadrer de manière, quand je dis gronder, on amène de la fermeté à un enfant pour le sécuriser. Un enfant, il a besoin d'être sécurisé. C'est essentiel, c'est fondamental. S'il n'a pas ça, eh ben, il fait ce qu'on a vu tout à l'heure, il va développer une vision du monde dangereux, et puis il va rester dans cette perception d'un monde hostile. Et donc, il n'aura pas une jolie vie. Pour qu'il se sente en sécurité, il a besoin d'avoir des parents qui le cadrent. Pourquoi ? Parce que quand le parent le cadre, eh ben, il se dit « Waouh !» Mon parent est fort, il peut me protéger. Mais quand l'enfant, et c'est pour ça que l'enfant il nous fait des crasses tout le temps, parce qu'il veut qu'on se fâche, il veut qu'on cadre, parce que ça le sécurise. Il dit mon parent est fort. Et aujourd'hui, c'est mon avis, on a une vision très déformée de l'éducation. Parce qu'on a tendance à dire qu'il faut laisser l'enfant vivre ce qu'il a à vivre, il faut le laisser faire, etc. Et puis en fait, c'est lui qui commande. Donc, qu'est-ce qu'il a ? Il a une vision de parents faibles qui font ce que lui décide. Mais alors, qui le protège ? Il n'a plus de protecteur. Il n'a plus de protecteur. Pour sentir qu'il a un protecteur, il a besoin d'un parent fort. Et un parent fort, c'est un parent qui lui dit non. C'est aussi simple que ça. C'est un peu la vieille école, je te vois sourire. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et donc, on va dire non à l'enfant, on va le recadrer. Fin de la parenthèse sur la fermeté des parents, mais ça a vraiment son importance. Le recadrer quand il dérape, tu dis non. Et on va l'encourager. On va l'encourager aussi, on ne va pas que le gronder. On va lui donner sa place, on va lui donner de l'attention, lui donner de l'amour, lui dire qu'il est le bienvenu, lui dire qu'il est intelligent, qu'il a les capacités, etc. Donc là, il y a tout un aspect, on va dire, de soutien éducatif qu'il est
quand même utile de développer, ou auquel il est bon de s'intéresser, d'arrêter de dire à l'enfant attention, tu vas tomber, et plutôt de lui dire concentre-toi pour rester bien sur ton vélo. C'est une autre manière de dire la même chose. Il y a une manière qui est déstructurante et une manière qui est structurante. Vous comprenez, Riviane ? C'est ça. Donc, comment on fait avec un enfant qui est hypersensible ? S'il est hypersensible, c'est qu'il a vécu de l'insécurité. Sinon, il n'aurait pas ça. D'accord ? Ça se construit comme ça. Et donc, quand on voit un enfant à 8 ans qui est hypersensible, on connaît ou on ne connaît pas son histoire, mais on peut de toute façon savoir qu'il a un vécu d'insécurité. Donc il faut lui amener de la sécurité, un cadre, de l'amour et du soutien, je veux dire, des encouragements, des compliments, pour qu'il sente que c'est lui qui vaut la peine de vivre. Et sa vie vaut la peine d'être vécue. C'est quelqu'un de bien. C'est ça le message fondamental. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ouais, oui. Ok. En fait, oui. Okay. C'est vrai que chaque cas, c'est différent. Alors oui, chaque cas est différent, mais ça, c'est ce que le parent peut faire. C'est le problème de l'enfant qui ne sait pas s'exprimer en disant qu'il y a un problème avec un copain ou autre chose. Il s'exprime juste avec les émotions. Oui. Donc, parfois, je ne sais pas comment faire. Bref. Alors, souvent, alors il n'y a pas d'absolu, mais souvent, ce que j'entends, ce que j'ai pu voir, ce qui manque, c'est du temps. Les parents n'ont pas le temps, ils travaillent, ils ont peu de temps à accorder, donc, et c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait avoir le temps quand l'enfant fait sa crise, quand l'enfant est triste, quand il pleure, quand il est malheureux, quand il a peur, etc. Il faudrait avoir du temps. Il n'a pas besoin forcément de beaucoup de temps. Ça, c'est nous qui faisons des projections. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps, mais il a besoin d'un peu de temps. Ça peut être 5 minutes, mais de vraie présence avec lui. Où on lui dit « je t'écoute », vraiment l'écouter, l'entendre. Et le rassurer, ou lui dire bravo, ou lui dire, il ne faut pas lui dire sois fort, c'est rien, non, c'est vraiment pas le truc, je comprends, écoute, moi à ta place je serais aussi triste, pleure un bon coup, tiens, viens sur mon épaule, viens, pleure, lâche-toi, puis après ça va. C'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir peur, puis après ça passe, c'est une information. Enfin bref. Il faut qu'il soit reconnu dans ce qu'il est. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Parce que l'enfant, je reviens à l'hypersensible, mais ça fait bien la suite avec cette histoire d'enfant, c'est qu'un hypersensible est totalement axé sur les autres, il est fusionnel, ce qui l'intéresse, c'est de recevoir de l'amour, donc il pense à lui égoïstement, mais pour obtenir ça, il a son attention sur les autres. Et donc il n'écoute pas ses besoins, et il ne sait pas, il ne les connaît pas, donc il ne peut pas les exprimer. Mais au moment où il commence à les reconnaître, il doit encore apprendre à les exprimer, ce qui n'est pas facile, donc il y a un chemin à faire. Et là, donc, on peut aider les enfants à dire, mais c'est quoi que tu as besoin vraiment ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens dans le corps, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens, voilà. Et puis ça ne marche pas tous les coups, mais qu'est-ce que tu ressens ? Explique-moi ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu as comme image en tête ? Ou qu'est-ce que tu entends comme phrase ? Qu'est-ce que tu te dis ? Etc. Donc on peut accompagner un enfant en temps réel, comme on le fait plus tard en hypnose. Finalement, on fait la même chose. En hypnose, on va retourner vers l'enfant intérieur, et puis on va faire exactement pareil. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu te dis ? De quoi tu as besoin ? Et c'est ça que l'enfant a besoin. Il a besoin de présence, d'être connu, d'être entendu, d'être vivant, d'exister. Quand on est capable, je reprends un petit peu parce que c'est vraiment les conditions qui sont réunies ici, qu'on a besoin pour sortir ou pour évoluer vers cet état hautement sensible et laisser l'hypersensibilité exagérée, prendre de la distance,
avoir conscience que c'est chacun son espace et chacun ses responsabilités, écouter du coup ses besoins et les exprimer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être contentés, mais c'est déjà un premier pas. Et puis cesser de se plaindre et de maudire l'amour, c'est-à-dire commencer à se donner à soi-même, s'occuper de soi, prendre soin de soi. C'est très important et c'est pas la moindre des affaires quand on commence ce chemin-là. Et du coup, on va s'habituer à sentir à l'intérieur de soi. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, l'hypersensible ne sent pas ce qu'il sent. Il sent ce que l'autre sent. Donc il est hyper fort pour percevoir comme une éponge, pour sentir ce que les autres ressentent, mais pour clarifier ce qu'il ressent lui, c'est pas gagné. Et moi je le vois bien en thérapie, quand on va chercher avec les personnes qu'est-ce qu'elles sentent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elles, eh bien les hypersensibles ne sont pas les plus doués pour regarder ça. Parce qu'ils n'ont pas leur attention là-dessus. Ils ont l'attention sur l'autre, pour pouvoir manipuler l'autre, je répète, manipuler l'autre pour obtenir l'amour qu'ils n'ont pas eu. Sensibles au monde, au danger, pour manipuler les dangers, pour se mettre en sécurité. C'est le principe, il n'y a pas de jugement là derrière, entendons bien. Mais par contre, effectivement, quand on en prend conscience, on se dit « Oh putain, je n'ai pas envie de rester comme ça ». On peut évoluer vers autre chose. Et quand on évolue vers autre chose, et ben du coup, on retrouve toutes ces jolies capacités que je vous ai dit au début, de l'empathie, une analyse fine, une intuition juste, voire même de la médiumnité, une intelligence émotionnelle, une intelligence relationnelle, parce qu'on est très sensible, donc on est hautement sensible, on capte un tas de trucs, mais ça ne vient plus nous ébranler. On est calme à l'intérieur. Et on se nourrit soi-même. Du coup, on n'a plus d'attente. On n'est plus casse-pied. On va avoir des projections qui sont libres. On va être très créatif, ça va être prolifique. Mais on va faire ce qu'on peut. Puis si on n'arrive pas, c'est pas grave. Et puis, donc on est dans un détachement du résultat. La sagesse, c'est pas loin, je vous le dis. C'est plutôt cool. Ouais, c'est super bien. Et donc, quand on arrive à ce stade, eh bien, on est content d'avoir été hypersensible. On est aussi content d'en être sorti, mais ça nous a amené là. Et finalement, une capacité à être soi. Parce que finalement, que sommes-nous d'autres que des êtres sensibles ? Et donc, on va plus ou moins bien vivre cette sensibilité en fonction du contexte. Soit on en est très conscient, trop conscient, comme c'est le cas des hypersensibles à cause de ce qui a été vécu. Soit on en est moyennement conscient, on ne développe pas beaucoup ça. On a eu une vie normale, et puis du coup, on est normalement sensible, et puis on vit dans une espèce de truc un peu mezzo, comme ça. Et c'est bien aussi, Mais l'hypersensible va effectivement souffrir pendant pas mal de temps, et s'il utilise bien ça, eh bien, il va en trouver des avantages incroyables. Pour faire j'en ai déjà parlé un petit peu, mais pour faire le lien avec l'hypnose et avec ce qu'on peut faire en hypnose pour accompagner ce changement, eh bien effectivement, j'en parlais tout à l'heure, d'abord ordonner le cerveau, puisqu'il a tendance à être un peu en pagaille, à penser dans tous les sens, à ne pas arriver à gérer toutes ses pensées, ses sensations, guérir les blessures, créer de la sécurité à l'intérieur et apprendre le détachement. Ça, c'est typiquement toutes les choses qu'on va faire de manière thérapeutique pour accompagner un hypersensible. Voilà. Quelle heure est-il ?
8h15, c'est plutôt parfait. Il nous reste un quart d'heure pour faire une expérience. Hein, vous avez envie? Absolument. Bien sûr. Une expérience. Et j'en profite pour avoir une petite pensée pour les gens qu'on a perdus en route à cause du problème technique, qui verront peut-être la rediffusion après coup. Voilà, pour expérimenter également ça, et pour tous ceux qui découvriront ça par après. L'idée, c'est d'aller voir ce qui se passe, ou d'aller visiter un peu ces zones d'insécurité pour apporter du calme, de la paix à ces endroits. Sachant que vous êtes peut-être hypersensible, vous voyez peut-être plus clair. Il y en a qui ont repéré l'être. Ah, alors ça, moi, tu m'as fait ma vie, là. Tu m'as fait tous tes roulements, tout ça, depuis l'enfance jusqu'à... Moi, ça m'a parce que je me disais, quand tu parlais, je me disais, mais est-ce que tout le monde n'est pas comme ça? Beaucoup de gens sont comme ça, hein. Parce que mais beaucoup de gens ont vécu de l'insécurité. Je pense qu'on est tous comme ça à un certain niveau. Alors quand on parle d'hypersensibles, c'est des gens qui vraiment souffrent de cette sensibilité. On est tous des êtres sensibles, mais on va composer avec ça. Hein. On va être plus ou moins sensible, plus ou moins hypersensible ou hypersensible, plus ou moins souffrir. On va arriver à jouer un petit peu avec ça. Mais on peut tous se reconnaître là-dedans. Maintenant, il y a des gens qui sont particulièrement hypersensibles parce qu'ils ont vraiment vécu dans la petite enfance quelque chose de très douloureux, de très traumatique. Hein. Ceux-ci, c'est vraiment, on pourrait dire, des hypersensibles patentés, enfin, qui sont vraiment... qui souffrent de ce traumatisme d'enfance. Mais on a tous des zones... des périodes de vie d'insécurité dans l'enfance, hein, elles sont plus ou moins graves, donc on va être plus ou moins hypersensible. Mais cette hypersensibilité, même si elle a été générée ou produite par cette insécurité, elle va plus ou moins se développer aussi au fil du temps. On peut avoir une petite enfance, par exemple, de 0 à 4 ans, très insécure, qui vont mettre en place les premiers programmes d'insécurité et de supersensibilité avec plein d'antennes dans tous les sens. Et puis après, ça peut se calmer. Je ne sais pas, la maman divorce, elle rencontre un autre gars sympa, je ne sais pas, il peut y avoir un changement de situation. Hein. Puis l'enfant, finalement, deuxième partie d'enfance, qui est plus calme, qui est plus sécure. Hein. Ou l'inverse. Ça peut être bien au début, puis après il y a un décès dans la famille, et puis ça part en vrille. Enfin bref, il y a toutes sortes de situations plus ou moins graves qui vont nous amener à plus ou moins développer ces critères. Hein. Mais évidemment, on est tous des êtres sensibles, on est des êtres spirituels, c'est ma vision, c'est-à-dire des êtres, on n'est pas des morceaux de viande, on est des êtres qui habitent la condition humaine actuellement, mais on est au-delà de ça, et cet au-delà nous permet de capter un grand nombre de choses auxquelles on n'a pas accès avec notre esprit conscient humain. Ça ne veut pas dire qu'on ne les capte pas. Hein. Et quand on parle d'hypersensibilité, on parle d'une problématique qui amène les gens à en souffrir, à mal dormir, à mal vivre, à être perturbé, à être angoissé, à être stressé, à avoir honte, à se sentir coupable, etc. Toutes ces choses qui sont reliées à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc on peut se reconnaître un peu partout, ou alors on peut se reconnaître beaucoup dans un ou deux points, hein, parce qu'on est tous construits on est tous un être spirituel dans une enveloppe de la condition humaine, avec toutes les contingences et toutes les conditions, toutes les répercussions que cette condition humaine nous amène à vivre. Et donc forcément qu'on peut se reconnaître là-dedans. Ouais. Et pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est génial d'être
hypersensible. Parce que justement, on développe cette intuition, cette sensation de savoir ce que l'autre il dégage. Enfin, ce que tu parlais de... On a ces atomes qu'on sent. Oui, on sent. Donc, c'est bien d'avoir été hypersensible. Guéri après. Absolument, absolument. Et c'est donc voir comment on peut en tirer les avantages et se distancer de tous ces inconvénients, c'est-à-dire la souffrance, ou bien le fait d'être fusionnel, casse-pied, de vouloir manipuler les autres pour obtenir de l'amour, etc. Ça, on peut guérir. Et du moment qu'on guérit ça, il ne reste plus que la crème. Hein. Il ne reste vraiment plus que les avantages de la haute sensibilité qui nous permettent de faire des choses. Ok. Alors, je vais vous inviter à juste vérifier que vous êtes assez bien installé. Vous pouvez prendre la position que vous voulez. Vous pouvez vivre cette expérience exactement comme vous le souhaitez, ou même ne pas la vivre si vous préférez. Restez dans vos pensées. Chacun est libre de faire comme il l'entend et à sa façon. Je vous invite juste à prendre une ou deux respirations profondes, juste pour ressentir que vous êtes vivante, vivant, dans le corps, avec l'air qui gonfle les poumons et qui les dégonfle, et de sentir que votre corps est comme ça vitalisé, dynamisé, vivant par cet air qui vous parcourt. Et si vous avez envie, que vous le souhaitez, et que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez fermer les yeux, ou laisser vos yeux se fermer, ou vous laisser surprendre par des yeux qui se referment tout seuls, histoire de rentrer dans cet espace intérieur propice à une de ses qualités d'ailleurs, l'introspection. Mais une introspection différente que je vous propose en ce moment, une introspection détachée. Comme s'il y avait une partie de votre être qui rentre à l'intérieur de vous pour commencer à visiter les profondeurs, et une autre partie de votre être qui sort du corps et qui observe cela depuis l'extérieur. Comme si vous vous scindez en deux parties, une qui plonge et une qui s'élève. Et je n'ai aucune idée de laquelle des deux parties aura envie ou choisira de remonter le temps. Et il va le faire à sa manière, à son rythme, à sa façon, et à la vitesse qui est juste et bonne pour vous, tout en sachant que plus cette partie de vous remonte dans le temps, en direction du passé, et toujours plus loin dans le passé, très passé, là-bas, loin, plus le corps ici se repose, se pose, s'alourdit. Le corps qui assure un ancrage de sécurité ici et maintenant, pendant que votre esprit déjà flotte quelque part là-bas, à l'époque. Imaginez la petite fille que vous étiez, le petit garçon que vous étiez. Laissez-le apparaître, comme si vous rejoigniez un jardin dans lequel elle est en train de jouer. Ou d'une autre façon, à votre manière. L'endroit idéal pour retrouver ce tout jeune vous-même, là où vous l'avez laissé. La petite vous-même, le petit vous-même. Regardez comment il ou elle est coiffé, vêtu, comment ses yeux vous regardent, alors que vous vous approchez lentement. Et Dieu sait ce que votre subconscient ajoute à cette vision. Dieu sait ce que votre inconscient éveille dans vos souvenirs comme détails, lumière,
couleur, espace. Est-ce que c'est plutôt le jour ou plutôt la nuit? Est-ce que vous êtes plutôt dehors ou plutôt dedans? Est-ce que ce tout jeune vous-même est seul ou est-ce qu'il y a d'autres gens? Ou peut-être un animal de compagnie ou d'autres choses chères à vos yeux? Un objet, un jouet. Quelque chose qui symbolise toute la sécurité que vous pouviez avoir à l'époque. Et si vous étiez cette petite fille, ou ce petit enfant, vous pouvez voir cette version plus âgée de vous-même qui vous rejoint, qui vient de l'avenir. Cet avenir présent qui part dans le passé pour arriver au présent de là-bas. Et cette partie de vous, adulte, du futur, qui vient vers vous. Chargée et remplie de tout ce qui a été perçu, appris, compris au fil du temps. Alors vous, l'adulte, vous écoutez, vous, l'enfant. Et toi, l'enfant, tu accueilles le vous, adulte. Et vous, quelque part, vous les regardez les deux, en train de se retrouver. Entendez ce qui a besoin d'être transformé, guéri, soigné. Peut-être y a-t-il un objet, un symbole, un mot, quelque chose que vous avez à offrir. Et je ne sais pas si c'est l'adulte qui offre ou si c'est l'enfant qui offre. Lequel offre et lequel reçoit, vous seul le savez. Et plus profondément encore. Et alors que le subconscient modifie ce qui a besoin d'être modifié et transforme cette expérience, comme s'il y avait tout d'un coup un rayon de lumière qui vient se poser sur cette réunion, un rayon d'amour lumineux qui descend sur ces deux parties de vous. Vous pouvez déjà imaginer tout ce que ça change pour vous, de refaire tout le parcours de votre vie. Depuis ce moment, la petite fille, le petit garçon, refaire toute la vie, toutes les expériences, sauf que cette fois, tu n'es plus seul, car la grande vous-même, le grand vous-même, vous accompagne, t'accompagne dès maintenant et te protège, te guide, t'inspire. Et tu reçois de l'amour, autant que tu as besoin, comme le corps reçoit le soleil, autant qu'il est nécessaire. Et alors que le parcours est en train de se faire depuis l'époque jusqu'à maintenant, aujourd'hui, vous revenez toutes les deux, tous les deux, à travers le temps, jusque dans le corps, ici sur cette chaise.
Et vous pouvez choisir ou vous laisser inspirer l'endroit dans le corps où vous accueillez cette partie de vous. Alors, et quand votre subconscient estime que c'est le moment, vous prendrez quelques bonnes respirations avant de revenir ici et maintenant. Je croyais qu'on décrochait. Elle a décroché, Maria, ouais. Puis j'ai l'impression de tomber. Ok. Bon. L'idée, et je terminerai vraiment avec ça, que je vous suggère, que je vous propose, sur laquelle vous pouvez vous laisser réfléchir ou inspirer, c'est d'utiliser cette sensibilité comme un outil, un avantage, un moteur, une énergie pour aller vers la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire une version à la fois forte et sensible, puissante et subtile. La réunion des extrêmes, la sagesse. La réunion des extrêmes, c'est joli ça. Merci d'être venu, d'avoir été là. Merci à toi.